Ok, bon bah bienvenue au cycle effondré, 4e édition, axée sur les nouveaux récits. Je suis Jonathan de la compagnie Théâtre du Bruit qui organisons le cycle et qui depuis 2016 réalise des créations dites anthropocéniques et qui essayons d'aller au-delà de créations dites engagées en essayant de mêler à l'artistique des questions plus de l'ordre de la conférence, de la pensée, de la réflexion, que ce soit de la science, de la philosophie, etc. Donc l'idée c'est de brasser les énergies pour créer un militantisme plus ouvert et d'itinérer le plus possible dans des lieux qui soient très très engagés, comme ça peut être le cas dans la maison de l'écologie qui est du coup très très forte dans ses propositions sur le domaine donc, de l'écologie, ou plus marginales ou plus rares comme dans la Villa Gilet. Voilà. L'idée c'est d'être le plus éclaté possible, de toucher un public très large et également d'être le plus accessible possible, et c'est pour ça qu'il y a une politique du prix libre pour permettre justement que ce ne soit pas une question d'argent mais une question d'envie et de disponibilité a priori. Voilà, donc comment ? Je rigolerais à peine. Non, je te regarde pas comme si... Alors du coup t'as pas payé, il n'y a pas ça, t'inquiète. L'idée aussi du coup c'est là de réfléchir sur plusieurs échelles. Donc on a eu plusieurs cycles qui réfléchissaient sur qu'est-ce que sont les définitions d'effondrement, puis après on a eu sur les effondrements les piliers majeurs attendus, pour savoir comment on pourrait se spécialiser le temps d'une soirée sur un sujet et voir ce que ça crée sur un panel d'ensemble. Et là on est parti cette année sur les nouveaux récits, qui est un vœu qui est très très appelé des penseurs, penseuses sur le sujet, de se dire voilà, on a absolument besoin de nouveaux récits. Et on s'est dit que ça valait la peine d'essayer de creuser un peu ce que c'est. On a eu 2 axes majeurs, construire, déconstruire les discours dominants. Voilà. Donc c'est sur quoi j'ai essayé de m'appuyer pour monter le programme. Et du coup j'ai grand plaisir de retrouver Corinne Morel-Darleux, avec qui on a travaillé sur quasiment toutes les éditions en fait. Et qui a un regard qui est plutôt juste, je trouve, entre l'action concrète sur le terrain, en même temps penseuse, et qui a même du coup une démarche artistique. C'est d'ailleurs ce qu'on va plutôt discuter, cette volonté d'essayer de pas passer uniquement par le support de la pensée théorique et concrète, mais également passer par les canaux de la sensibilité. Et défi encore supplémentaire, c'est qu'elle touche à un public large. Donc jeune public, ados, adultes, littérature dite de genre avec la fantaisie ou les essais. Donc, voilà, donc j'ai une grande admiration pour Corinne et je suis très honoré qu'elle vienne avec nous encore. Je vais lui laisser parler cette fois. Merci Jonathan. Merci à vous d'être venu. C'est pas évident en ce moment d'organiser des événements parce qu'il y a beaucoup de reports et une espèce de trucs là un peu surnuméraires en termes d'événements en tout genre. Voilà, on est bien content que ce cycle effondré existe. On était ce matin en périscolaire à la Maison pour tous d'Hérancy, avec des jeunes de primaire pour parler donc du gang des chevreuils rusés. Donc voilà, mon dernier roman vraiment jeunesse, puisque là on est vraiment sur du 8-12 ans, donc c'est voilà, un nouveau format pour moi. Et j'étais très contente de cette rencontre ce matin, parce que c'était la première fois en fait que j'étais face à mes jeunes lectrices et lecteurs de ce gang des chevreuils rusés. Et ça va peut-être aussi alimenter notre discussion maintenant, puisque on est en plein dans le sujet de cet atelier cet après-midi sur la question de voilà, comment est-ce qu'on parle d'écologie, mais d'écologie pas au sens de dire qu'il faut trier ses déchets et faire du vélo, hein, mais en termes de risque systémique, de risque d'effondrement, de risque civilisationnel. Voilà, comment est-ce qu'on joue un rôle d'information, d'alerte, de décryptage, de structuration de la pensée sur ces questions-là auprès d'un public jeune, sans les précipiter davantage qu'ils ne le sont déjà dans des affres d'angoisse et d'avenir bouché. Donc je vais tout de suite mettre tout le monde à l'aise, je n'ai pas la solution.
Mais c'est des questions voilà, autour desquelles je tourne beaucoup, à la fois par voilà, la production littéraire. J'ai évoqué Le Gang des chevreuils rusés au mois de mai. On a sorti avec Libertalia ce roman Là où le feu et l'ours, qui est un roman tout public, on va dire à partir de 11 ans, mais qui s'adresse notamment à un public ado, jeune adulte. Et puis encore avant ça, l'essai Plutôt couler en beauté que flotter sans grâce, il y a 2 ans, qui là pour le coup est vraiment un essai destiné à un public adulte. Donc dans cette... Enfin voilà, si je me suis attachée à produire à la fois un essai, mais aussi de la fiction, et du jeune adulte et de l'enfant... c'est à la fois par goût personnel, parce que j'aime bien faire des choses variées, mais c'est quand même aussi l'aboutissement d'une réflexion, ou en tout cas de tentatives multiples depuis un peu plus de 10 ans, d'essayer de trouver des moyens, en fait, d'accrocher des publics variés sur ces questions-là, et notamment, comme le disait Jonathan, en essayant de ne pas toujours s'adresser à la même part du cerveau, qui, pour beaucoup de personnes, commence à être complètement saturée d'informations, en fait, parce que la difficulté dans laquelle on est aujourd'hui, c'est plus le manque d'informations, c'est plutôt une surabondance d'informations, alors avec des informations qui sont d'ordre très varié, puisqu'on passe des méga incendies de l'été à l'arrivée de Messi dans je ne sais plus quel club de foot. Enfin, je veux dire, voilà, donc tout ça est évidemment d'un registre très différent, mais en fait nous arrive à peu près sur un équivalent en termes d'espace-temps. Et donc, voilà, il y a une partie du cerveau, me semble-t-il, qui commence à saturer chez la plupart des individus, en tout cas ceux qui suivent encore l'actualité, et même chez les personnes les plus conscientisées sur ces problématiques sociales et environnementales. En fait, une fois qu'ils ont toutes les informations, ça ne veut pas dire qu'il y a un passage à l'action et à l'action collective, d'une part, et ça ne veut pas dire non plus que les personnes sont percutées. Moi, j'ai passé un peu plus de 10 ans dans le milieu politique institutionnel des partis et à la région en tant que conseillère régionale jusqu'en juin dernier. Et j'ai côtoyé beaucoup d'élus qui avaient tous les éléments rangés dans le bon ordre, avec les bons liens de cause à effet, etc. Mais qui, malgré ça... n'étaient pas percutés par ces informations et par leur ordonnancement. C'est-à-dire que voilà, ils savent, mais ça ne vient pas percuter un truc un peu plus tripal ou plus sensible, justement, qui peut aussi être le décllencheur d'un vrai changement, et d'un vrai changement, quand on parle d'élus, aussi en termes d'orientation des politiques publiques. Donc ça donne un verdissement du discours qui parfois est sincère, mais pas cette espèce de truc qui vient vraiment vous percuter, vous bouleverser et faire que en fait la vie n'est plus la même ensuite. Et donc c'est une des raisons alors je dis une des raisons parce qu'à posteriori on se trouve toujours plein de raisons très nobles et très politiques de faire des choses. Après il y a avant tout l'envie et le plaisir de les faire en ce qui me concerne et pour l'écriture. Mais en tout cas c'est quand même une des motivations à justement donc multiplier les angles d'approche, avoir un discours politique dans certains cas, militant activiste dans certains cas, et puis plus littéraire et plus dans la fiction et la création pour essayer d'élargir un peu le public auquel on s'adresse. Alors pour cet après-midi, je vais vous livrer un peu mes réflexions sur cette question-là, et puis après on aura un temps d'échange. Je ne vais pas revenir sur où on en est, la situation, les méga-feux de cet été, les inondations, le dérèglement climatique, etc. Parce que je pars du principe maintenant quand même que ces choses-là sont acquises, surtout pour des gens qui viennent un mercredi après-midi à la Maison de l'écologie à Lyon. Je me dis qu'a priori, vous êtes à peu près au courant quand même de ce qui se passe. Pour me concentrer vraiment sur cette question de la jeunesse et de qu'est-ce qu'on peut faire nous, comment on prend les choses pour pas
en essayant de faire bien, rendre les choses encore plus compliquées, sachant que je ne suis pas pédopsychiatre, que je n'ai pas de formation spécifique là-dessus et que donc c'est juste une question de réflexion personnelle, subjective et d'expérience. Bon, d'abord, la première chose que je voulais partager avec vous, c'est que c'est évidemment pas étonnant aujourd'hui que les plus jeunes soient saisis par tout ce qui se passe autour d'eux, notamment sur les questions environnementales, climat, biodiversité, mais aussi les questions sociales, démocratiques, même si elles sont un peu moins présentes aujourd'hui dans les mouvements de jeunesse. C'est d'autant moins étonnant que voilà quoi. On parle là de personnes qui sont à l'orée de leur vie adulte. Qui donc se posent forcément la question de leur avenir et de ce qu'elles vont faire de leur vie, mais aussi du fait que, par définition, le jeune n'est pas encore complètement embrigadé par un discours dominant. C'est-à-dire qu'en fait, il y a encore quand même de la fraîcheur, un regard neuf, et donc une capacité à s'interroger et à discuter ce qui est présenté comme étant évident. Qu'on perd, je pense, au fil du temps. Il y a une autre caractéristique qui est que c'est souvent des âges où on n'est pas encore pris dans un écheveau de contraintes familiales, d'emprunts à rembourser, de carrières lancées à mener, etc. Et où donc l'univers des possibles et des portes qui peuvent être ouvertes est encore relativement large avant que celles-ci doivent être fermées pour faire des choix justement d'avenir. Et que donc tout ça fait qu'il y a une disponibilité qu'on a probablement moins ensuite, une fois qu'on est installé dans la vie d'adulte. Pardon, je parle de manière générale, évidemment, il y a toujours plein de cas particuliers qui font exception. Et ce n'est pas une règle, mais il y a quand même ces caractéristiques-là, à mon avis, qu'il faut prendre en compte. Et puis, évidemment, le fait que, je veux dire, aujourd'hui, quand on entend beaucoup parler des échéances de 2050, notamment quand on parle des rapports du GIEC, etc. 2050, il y a plein de gens qui ne se sentent pas concernés parce que ça leur paraît loin ou parce qu'ils pensent qu'ils ne seront plus là, etc. 2050, pour beaucoup de jeunes, c'est l'année où ils auront 30 ans, 40 ans. Donc c'est très concret et d'une certaine manière peut-être plus concret finalement que quand on est plus âgé. Donc tout ça n'est pas, c'est pas étonnant que ça ait un impact important sur la jeunesse, même si ça l'a aussi sur plein d'adultes. Il se trouve qu'on en a eu confirmation là récemment. Vous avez peut-être entendu parler de ce sondage qui vient de sortir, qui est un sondage qui a été fait pour une fois à échelle quand même assez importante, puisque c'est 10 000 jeunes âgés de 16 à 25 ans dans 10 pays qui ont été sondés. Et les résultats sont pas très étonnants, mais enfin, ils sont quand même d'une ampleur... en tout cas, moi, j'ai pas été étonnée par le fond, mais par la proportion, en fait, des répondants sur certains items, puisque dans ce sondage, on a quand même les 3/4 des jeunes interrogés qui jugent le futur effrayant. Les 3/4, quoi. C'est quand même juste gigantesque, quoi. Un constat intéressant, c'est que plus les jeunes répondants sont pauvres et dans des pays pauvres, des pays du Sud, plus le nombre de personnes qui jugent le futur donc effrayant est élevé. Par exemple, au Bangladesh, c'est 92% des jeunes interrogés qui jugent le futur effrayant. Aux Philippines, pardon, pas au Bangladesh. Ce qui est quand même, 92%, quoi. C'est juste dantesque. Et de manière générale, même tout pays confondu, et l'échantillon essayait justement d'avoir des situations assez variées. Pour plus d'un jeune sur deux interrogé, il se retrouve dans l'affirmation selon laquelle l'humanité est condamnée. Ce qui là aussi est quand même assez saisissant comme constat. Si vous ajoutez à ça évidemment toute la période qu'on vient de vivre et que beaucoup d'entre eux continuent à vivre sur la question du Covid, avec des jeunes qui sont dans leurs études ou qui sortent de leurs études, qui arrivent sur un marché de l'emploi sans dessus, dessous, plus tout ce que ça a induit de perte de repères
de bouleversement du quotidien, fatalement, le résultat est assez catastrophique. Moi, j'ai de plus en plus de témoignages autour de moi de jeunes qui ne veulent plus avoir d'enfants, ou en tout cas qui s'interrogent au mieux très fort sur la pertinence, voire même l'autorisation morale qu'ils s'accordent à faire naître des enfants dans ce monde-là et dans le monde à venir, ce qui est quand même loin d'être anodin. Enfin, je veux dire, c'est pas un truc qu'on peut juste balayer du revers de la manche. Moi, je trouve que c'est... Enfin, moi, ça me terrifie, en fait, d'entendre des choses comme ça. Et je pense qu'il faut prendre ça très au sérieux, même si ça reste marginal. Je pense que c'est un signal très préoccupant, dont il faut aussi discuter. On sait que c'est probablement une des plus premières générations aussi, d'un point de vue social, pour qui la suite ne sera pas meilleure que celle de leurs parents. C'est aussi quelque chose qu'on entend régulièrement. Il y a comme une inversion en fait de la courbe du progrès, entre guillemets, comme si on était là, voilà, sur une génération pour laquelle la courbe du progrès, après progrès en termes d'amélioration de vie, de confort social, etc., après avoir connu un plateau et avoir déjà commencé à redescendre, comme si là, vraiment, le shift devenait très matériel, très concret et très directement pratique. Et l'autre enseignement intéressant, par ailleurs, de ce sondage, c'est aussi que dans cette espèce de moment de vacillement général de plein de repères où voilà, le climat se dérègle, il y a le Covid qui vient tout bousculer, mais il y a aussi le fait d'entendre de plus en plus de remise en cause du produit intérieur brut comme un réel indicateur d'amélioration des conditions de vie, la remise en cause de la croissance économique comme étant un outil de redistribution des richesses. Toutes ces choses avec lesquelles nous, enfin moi en tout cas, j'ai grandi, qui nous ont construits, qui sont en cours de déconstruction, et pour beaucoup c'est plutôt une bonne chose selon moi, mais enfin ça fait quand même beaucoup de choses qui tout d'un coup ne représentent plus des appuis solides en fait pour se construire. Et dans ce vacillement général, il y a un élément de bascule supplémentaire qui est que le taux de confiance dans les gouvernements chute, notamment chez les jeunes. Alors, on s'en doutait, il suffit de regarder les chiffres de l'abstention aux différents scrutins électoraux, mais là aussi, le sondage vient le confirmer, puisque pour les 2/3 de ces 10 000 jeunes qui ont été interrogés, les 2/3 d'entre eux donc, se sentent ignorés ou abandonnés et estiment que les États, je cite, mentent concernant l'impact de leurs actions, notamment sur la question du climat. Donc 2/3 des jeunes qui non seulement ne font pas confiance, mais pensent que les gouvernements mentent. Alors, je ne m'exprimerai pas ici sur la légitimité, elle est totale, sur le bien fondé de ce manque de confiance. Moi, j'ai quand même assez souvent l'impression aussi que l'État nous ment beaucoup sur les actions qu'il entreprend, que ce soit sur le climat ou sur autre chose. Mais en tout cas, voilà, il me semble que c'est aussi une donnée hyper importante à avoir en tête. Tout ça, évidemment, résulte dans des phénomènes qui sont pas mal documentés, dont on parle de plus en plus, d'éco-anxiété. Moi, voilà, j'ai un fils de 21 ans qui m'a appris l'expression YOLO pour You Only Live Once. Et il y a vraiment cette espèce de sentiment, et vous me direz si vous le partagez, mais d'impression qu'il y a vraiment un réancrage dans le présent, du fait justement de ce futur qui semble hyper sombre ou hyper bouché, qui a un ancrage dans le présent non seulement avec un futur bouché, mais aussi avec un passé qui l'est d'une certaine manière lui aussi. C'est-à-dire qu'on est quand même dans un mouvement de société qui fait que les questions de transmission, de liens intergénérationnels sont de plus en plus distendues, avec une transmission de savoirs manuels, traditionnels, qui duraient depuis très longtemps, qui, dans la plupart des cas, ne se font plus.
Ce qui au passage est particulièrement problématique là aussi pour l'avenir, puisque c'est précisément souvent ces savoirs manuels et traditionnels qui peuvent être justement des palliatifs aux pénuries à venir, notamment énergétiques, et qui sont aujourd'hui en train de se perdre en très grande partie. Donc ça a un certain nombre de conséquences, mais notamment le fait qu'on a là aussi probablement une génération qui non seulement n'arrive pas à trouver des marques dans le futur, mais qui n'a pas non plus beaucoup d'ancrage, ou en tout cas d'historique et de relais et de réalisation de transmission avec le passé. Moi, j'interviens régulièrement en établissement scolaire, par exemple, et en fait, en collège ou en lycée, les gamins que j'ai en face de moi tombent des nues quand je leur dis que ça ne fait que 30 ans que Internet est apparu dans le grand public, quoi. Et que moi, j'ai connu le téléphone avec un fil et un cadran avec des trous où on tourne. Enfin, je veux dire, ça paraît préhistorique de dire ça aujourd'hui, mais en fait, c'était pas il y a si longtemps, quoi. Et c'est comme s'il y avait une telle accélération, en fait, d'un point de vue technologique et des transformations sociétales que ça implique, que la mémoire est de plus en plus à court terme, ou que le temps à la fois s'accélère et se distend, et que ce qui n'existait pas il y a 30 ans est relégué carrément à des temps quasiment archaïques, alors que les générations qui ont connu le temps d'avant Internet sont quand même encore là et encore à peu près en forme, quoi. Donc c'est quand même un truc très, très, très étonnant, et qui, moi, me renvoie beaucoup à un concept, là aussi, qui commence à être pas mal travaillé et que je trouve très intéressant, qui est le concept d'amnésie environnementale, qui consiste, pour ceux qui n'en ont pas entendu parler, l'amnésie environnementale, ça consiste à dire, en gros, que chaque génération, en fait, prend pour état de référence initial d'un milieu, d'un écosystème, l'état dans lequel le milieu était à sa naissance. Et alors, voilà... c'est le fait d'avoir toujours connu un champ cultivé en bas de chez soi, et puis le jour où le champ va être bétonné, y a une détérioration environnementale par rapport à l'état de référence. Mais potentiellement, pour des personnes qui auraient connu ce champ avant, quand il était forêt pleine de biodiversité, pourront avoir eu, eux, le sentiment que le champ était déjà un état dégradé de cette forêt et de la biodiversité qu'elle accueillait avant la mise en culture. Sauf que cette étape initiale de la forêt, elle n'existe plus, en fait, pour les générations qui ne l'ont pas connue. Donc ça, c'est vraiment résumé à la hache, et il y a des chercheurs qui ont travaillé sur ce sujet qui m'étriperaient de résumer comme ça, mais en gros, c'est ça l'idée d'amnésie environnementale. Et moi, il me semble qu'en fait, ce concept peut de plus en plus s'étendre à d'autres champs que l'environnement, en fait. Je veux dire, ça vaut pour l'amnésie sociale, ça vaut pour l'amnésie culturelle, pour l'amnésie démocratique. Et je pense qu'il y a vraiment quelque chose à réfléchir du côté de la transmission, de la manière dont on s'inscrit dans un mouvement plus large. C'est vrai aussi pour le militantisme, notamment sur les questions climatiques, par exemple. Moi, climatique et écologique, écologiste de manière plus large. J'ai rencontré beaucoup de jeunes qui sont hyper engagés dans des mouvements récents pour le climat, activistes, etc., qui avaient sincèrement le sentiment que le fait de prendre des gaz lacrymogènes sur le pont de Bir Hakeim, c'était une première dans l'histoire des luttes écolo, quoi. Et qui n'ont pas, en fait, cette mémoire, justement, des combats antinucléaires des années 70, du fait qu'il y a eu de la répression policière avant, des morts en manif, etc., etc. Donc je dis ça, c'est pas pour leur jeter la pierre, mais c'est juste pour... parce qu'il me semble qu'il y a là un volet intergénérationnel, d'une certaine manière, de passation et de transmission,
à réfléchir aussi sur la question de la jeunesse et de la manière dont on peut parler d'écologie sans boucher l'avenir. C'est-à-dire que je pense que le fait de déboucher le passé d'une certaine manière peut aussi peut-être permettre de réinscrire un continuum entre le passé, le présent et l'avenir qui peut permettre de désincarcérer un peu le futur. Ensuite, désincarcérer le futur justement, ce futur que les jeunes d'aujourd'hui vont avoir à construire, qu'ils ont commencé par ailleurs à échafauder, parce que ce que produit cette éco-anxiété, c'est pas juste de la sidération, ça produit quand même aussi plein de choses qui sont aujourd'hui visibles par tout le monde. Bon, je commence pas par le truc le plus significatif, mais quand même, on vient d'avoir des élections assez importantes en Allemagne. Je ne sais pas si vous avez regardé un peu les résultats de manière un peu détaillée, mais chez les moins de 30 ans, les Verts allemands sont passés de 11 à 22% entre 2017 et 2021. Alors, voilà, on n'est pas obligé d'en tirer des conclusions trop hâtives sur une vague verte ou je ne sais quelle autre foutaise, mais c'est quand même symptomatique de voir que le pourcentage de votants verts chez les jeunes double sur un laps de temps assez court, 4 ans, alors que chez les plus de 60 ans, c'est seulement 9% de votants pour les verts. Alors, voter pour les verts n'est pas la seule manière, loin de là, de faire preuve d'une conscience écolo, mais je trouve que parmi toute la batterie d'indicateurs, celle-là est quand même pas inintéressante et en plus en lien direct avec l'actualité. Dans les choses qui me paraissent moi plus significatives, il y a quand même depuis 3 ans un mouvement aussi dans le milieu de l'entreprise et des jeunes diplômés qui est très intéressant sur le fait justement de remettre en question finalement les chemins un peu tout tracés, notamment des grandes écoles d'ingénieurs, écoles de commerce, etc., vers des secteurs industriels ou vers des métiers, des fonctions dont de plus en plus de jeunes diplômés ne veulent pas en fait, ne veulent plus. Avec, alors ça prend plein de formes différentes, ça prend la forme de création de filières dans des masters ingénieurs par exemple, de filières low-tech, qui commencent à se développer dans pas mal de masters. Ça prend la forme de salariés dans certains secteurs industriels qui vont prendre la parole en assemblée générale d'actionnaires pour demander davantage de mesures en faveur du développement durable, parce que c'est plutôt ça le vocabulaire des assemblées d'actionnaires. Mais ça peut aussi prendre la forme d'une réflexion de gens, de jeunes cadres, de jeunes ingénieurs qui sont en poste dans l'industrie aéronautique par exemple, pour réfléchir à l'avenir même de l'industrie aéronautique au regard des défis écologiques, en travaillant tout en étant dans l'industrie aéronautique, en travaillant avec les syndicats, avec les associations environnementales et en travaillant concrètement à l'anticipation de la fin du secteur aéronautique. Tout en étant en poste dans l'industrie aéronautique, c'est quand même un exercice qui n'est pas évident et qui aurait été loin d'être évident il y a encore très peu d'années. Enfin, pour moi, c'est vraiment un tournant assez majeur. Et puis, on assiste aussi, pour sortir un peu des grandes écoles, aux États-Unis notamment depuis quelques mois, à je ne sais pas si on peut parler de phénomène qui commence à être documenté par certaines revues ou certains journaux comme un symptôme de grande démission aux États-Unis. Alors, grande démission, moi, ça me paraît peut-être un peu fort pour l'instant, c'est peut-être un peu rapide pour parler de phénomène de grande démission, mais en tout cas, il y a de plus en plus de personnes, plutôt dans des boulots mal payés, sous-qualifiés, précaires, à temps partiel, etc., qui là, en fait, plaquent leur boulot. Et parfois le font même d'ailleurs en direct, en se filmant sur leur lieu de travail,
pour juste le plaisir d'envoyer chier leur patron, quoi, en fait. Donc voilà, je le mentionne, j'en dirai pas beaucoup plus à ce stade parce que je trouve que pour l'instant ça manque de données, quoi, d'analyse, de savoir, enfin voilà, déjà qui sont ces gens, quel est leur profil, quelles sont leurs ressources matérielles, comment ils font derrière, parce que passé le moment de jubilation, il y a quand même des dépenses à prendre en compte, surtout aux États-Unis où les protections sociales sont quand même juste nulles. Donc, mais enfin voilà, si on prend le paysage dans son entier, il y a aussi ça qui se passe. Et de ce que j'ai vu jusqu'à présent, c'est beaucoup de personnes effectivement dans une tranche d'âge plutôt de 18-25 ans, quoi. Et puis évidemment, j'en ai pas parlé tellement c'est évident, tout ça se manifeste aussi par les mouvements de jeunesse pour le climat, tout ce qui s'est passé dans le sillage de Greta Thunberg, des jeunes pour le climat, des différentes organisations qui se sont montées, de collectifs, etc., avec une nouvelle génération qui clairement se lève et qui se pose plein de questions quant aux meilleures manières d'ailleurs de se lever. Ou en tout cas de se dire, voilà, une fois qu'on est debout, qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on marche ? Est-ce qu'on occupe ? Est-ce qu'on sabote ? Avec toutes les questions de désobéissance civile qui se posent, d'activisme, tous les débats violence, non-violence, etc., qui sont quand même particulièrement, je trouve, présents dans les mouvements de jeunes activistes et singulièrement dans les différents mouvements climat. Donc voilà un peu pour le paysage global et en tout cas moi tout ce que ça m'inspire ou tout ce qui m'interpelle aujourd'hui. Et par rapport à ça, la question qui se pose, me semble-t-il, c'est comment est-ce qu'on collectivement on accompagne tout ça, sachant que pour l'instant, ce qu'il y a en face, c'est quand même beaucoup de cynisme politique. Beaucoup de désarroi de la part des proches adultes, des parents et du voisinage direct, parce que clairement c'est pas simple de gérer toutes ces questions-là. Et même si je reprends ma casquette littéraire, même dans les fictions qui sont destinées aujourd'hui notamment aux adolescents et aux jeunes adultes, moi j'en lis quand même pas mal. Je suis très choquée par le niveau de sadisme en fait qui se dégage, notamment de toute la veine de fiction post-apocalyptique qui s'est beaucoup développée en fait, puisqu'on a vraiment un registre de la fantasy qui est allé vers la fiction post-apocalyptique et qui, me semble-t-il, a quand même fait preuve de pas mal de complaisance à surfer justement sur le côté spectaculaire, mais spectaculaire dans le frisson de terreur qu'accompagne une certaine eschatologie, voilà, tous ces récits de fin du monde, qui a un côté à la fois très attirant, très fascinant et en même temps potentiellement quand même très toxique. Et avec, voilà, je trouve une dose de sadisme. Et quand je parle de sadisme, c'est vraiment au sens de complaisance dans la violence, c'est-à-dire de violence qui honnêtement n'apporte rien au récit, n'apporte rien au fil narratif. Moi, je ne suis pas du tout pour que les romans jeunesse se passent dans le monde des licornes roses à paillettes. On peut parler de violence, mais le sadisme, c'est autre chose, en fait. C'est profiter, en fait, de la fascination que peut exercer la violence pour accrocher un lecteur, alors qu'on peut le faire de plein d'autres manières, et que là, c'est vraiment un artifice, en fait, dans pas mal de cas. Et voilà, personnellement, ça m'interroge quand même beaucoup. Donc, voilà, par rapport à ça, qu'est-ce qu'on peut proposer d'autre, et en quoi est-ce que justement la culture, la littérature, la fiction peut aider à ça. Moi, il me semble d'abord que la littérature peut aider tout simplement, et ça c'est vieux comme la littérature, tout simplement en posant des mots sur ce qu'on vit,
pour déjà aider à comprendre le monde qui nous entoure. C'est basique, mais enfin c'est quand même la première fonction pour moi de la littérature. Et ça passe pas forcément par de l'essai politique. Vous avez des récits autobiographiques qui sont très personnels, voire très intimes, qui vous aident à comprendre le monde. Parce qu'à un moment donné, les mots posés de manière juste, même avec beaucoup de subjectivité, peuvent atteindre un certain niveau, je trouve, d'universalité. Mais en tout cas, voilà, pour moi, ça c'est la première fonction de la littérature, c'est vraiment voilà, aider à comprendre le monde. Deuxième fonction qui peut être assignée à la littérature, sans que ce soit une obligation, parce que la littérature peut aussi se contenter d'être de la littérature, entre guillemets, elle n'a pas forcément à s'auto-assigner une fonction politique et révolutionnaire. Le premier but du jeu, quand même, quand on ouvre un roman, c'est de passer un bon moment de littérature. Mais en tout cas, si on est dans une perspective politique, la littérature peut aussi remplir une fonction d'alerte et de sensibilisation. Par rapport à ce que je disais tout à l'heure sur le fait de ne pas aller toujours chercher la même part de cerveau et d'aller chercher aussi le registre du sensible pour percuter et pas seulement informer, le roman, la fiction, la création culturelle peut justement aller toucher à d'autres ressorts, à d'autres registres qui font que toutes les informations accumulées tout d'un coup vont prendre une importance différente et donc faire ce rôle d'alerte. Après, ça peut aussi être un rôle d'inspiration ou de préfiguration de ce qu'un autre monde, ce à quoi un autre monde pourrait ressembler. Moi, je dis souvent que la fiction, c'est pas une boule de cristal, elle n'a pas vocation à prophétiser le futur. Même la fiction d'anticipation, c'est pas son but. Le but, c'est pas de faire médium, quoi. Par contre, elle peut permettre de décadrer, de faire un pas de côté, ou de donner à voir des mondes qui n'existent pas ou qui n'existent pas encore. Parce que la magie de la littérature, c'est quand même qu'en fait, vous pouvez faire ce que vous voulez. C'est-à-dire que vous êtes seul maître à bord, hein, et que si vous décidez tout d'un coup d'inventer un virus qui rend tout le monde fraternel et solidaire, vous pouvez le faire, que si tout d'un coup vous voulez que les arbres se mettent à parler et à raconter d'où ils viennent et ce qu'ils auraient envie de devenir, vous pouvez le faire. Et donc, en fait, c'est absolument illimité. En plus, vous n'avez pas besoin d'une grosse structure derrière, comme c'est le cas en audiovisuel ou même dans le théâtre dans certains cas. Donc, en fait, voilà, vous faites ce que vous voulez. Et donc, faire émerger tout d'un coup des mondes imaginaires, imaginer voilà, des alternatives, même si c'est des choses pas du tout réalistes, mais en fait, c'est pas grave, parce que précisément, c'est le but de la fiction. Donc, vous pouvez vous autoriser toutes les fantaisies, et même quelque chose de totalement surréaliste, de totalement mystique, ou qui recourt à la magie, peut fournir de l'inspiration, des clés de décryptage, et à mon sens, c'est même à ça qu'on reconnaît un bon roman d'imaginaire, hein, c'est quand, en étant placé dans un univers complètement différent et singulier par rapport à ce qu'on connaît, il arrive quand même à fournir quelques clés, soit d'explication, soit d'inspiration par rapport à ce qu'on vit ici. Voilà, et donc voilà quelques fonctions que peut remplir la littérature, et notamment vis-à-vis de la jeunesse. Et par rapport à ça, par rapport à ce que je disais tout à l'heure sur les fictions post-apocalyptiques, que je trouve souvent quand même vraiment trash et voire sadiques, je pense, et on est nombreux à le penser, parce qu'il y a quand même de plus en plus de voix qui s'élèvent pour le dire, qu'on a vraiment besoin là de commencer à investir le champ de l'utopie, quoi. C'est-à-dire que, voilà, moi honnêtement, je ne fais pas partie du club des optimistes BA, loin de là, et j'aime beaucoup les dystopies. Mais je pense que là, quand même, on commence à frôler un peu l'overdose, en fait, de scénarios catastrophes, de dystopies, de fiction post-apocalyptique
voilà, qui sont dans la violence, dans le mélo, et que on doit trouver des formes de récits d'utopie qui soient pas niaises et qui soient pas naïves. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de se raconter des belles histoires et des contes de fées, mais on doit pouvoir trouver un moyen de faire ça sans naïveté et sans niaiserie, en gardant tout simplement la boussole de la lucidité et, comme dirait Dupuis, sans perdre de vue la catastrophe, quoi. Voilà, donc je pense qu'il y a vraiment un gros chantier qui s'ouvre par rapport à ça. Moi, c'est en partie ce qui m'a guidée aussi dans l'écriture de Là où le feu et l'ours, hein, qui peut être considéré comme un roman dystopique dans le sens où ça démarre quand même dans une steppe aride qui pourrait être voilà, un paysage post-accident nucléaire ou post-guerre mondiale ou post-effondrement de comète. Enfin voilà, en tout cas une steppe où plus rien ne pousse, où le climat est complètement déréglé, où il y a des vents de feu et quelques personnages qui errent sur cette steppe en essayant de sauver leur peau sans vraiment avoir de destination, en perdant la mémoire. Donc voilà, on n'est pas dans un truc béat, mais il y a quand même un deuxième volet qui se passe dans un lieu qui est une oasis, qui justement est une préfiguration d'un autre type de modèle de société, très inspiré des travaux de l'anthropologie sociale, des théories anarchistes, mais aussi de toutes les réflexions contemporaines et qui se développent sur le rapport au vivant, sur le fait de remettre l'humain comme faisant partie intégrante de l'écosystème et pas en dehors de ces écosystèmes. Donc voilà, d'essayer de trouver des constructions comme ça narratives qui puissent quand même donner aussi autre chose à voir à tout le monde et singulièrement à la jeunesse. Et peut-être pour conclure, avant qu'on passe à la discussion, ce que je voulais dire aussi, c'est que, et je pense que c'est important de le dire parce qu'on entend beaucoup de choses en ce moment sur le besoin de nouveaux récits, de nouveaux imaginaires, les écrivains engagés, tout ça. Moi, je me retrouve parfaitement dans cette idée qu'on a besoin de nouveaux récits, besoin de nouveaux imaginaires. Je ne voudrais pas que ça serve de paravent à l'action non plus. C'est-à-dire qu'en fait, oui, on a besoin de nouveaux imaginaires, mais en fait, c'est une condition nécessaire mais non suffisante. C'est-à-dire, c'est pas parce qu'on va écrire des histoires qui donnent super envie de construire un autre monde que cet autre monde, il va se construire par magie, quoi. De la même manière que... voilà, la fiction peut avoir un rôle politique, mais il ne faut pas non plus tout lui mettre sur le dos. Et je ne suis pas sûre que, par exemple, La Servante écarlate de Margaret Atwood est davantage fait pour l'émancipation des femmes que le mouvement MeToo, très concrètement. Donc en fait, là, ce dont on parle, c'est que d'un aspect de la bataille culturelle, de tout ce qui peut faire bouger les repères dominants, faire jouer la bataille culturelle, quel que soit le terme dont on la part. Hein, le camp d'en face parle de soft power. Je veux dire, j'ai vu là récemment quand même que Top Gun en 1986, en fait, ça a provoqué une hausse de plus 500% des candidatures d'aspirants pilotes, quoi. Enfin, je veux dire, c'est... En fait, voilà, faut pas être naïf. Et Top Gun, l'armée américaine a participé à l'écriture et au tournage, quoi. Et on a la même chose en France avec le Bureau des légendes et la DGSE, qui a participé à la construction de la série et qui a reçu effectivement beaucoup plus de candidatures que par le passé de jeunes qui voulaient devenir espions, quoi. Donc soyons pas naïfs par rapport à ça. Et en même temps, jouons notre partition aussi, quoi. Parce que ça ne fait pas tout, mais ça fait quand même des choses, quoi. Et si dans le domaine de la littérature, du théâtre, mais aussi des séries, des BD, des mangas, des jeux vidéo, on a de plus en plus de créations qui... non pas qui refourguent de la propagande sous couvert de fiction,
mais qui simplement donne à voir d'autres valeurs, d'autres modèles, d'autres repères, d'autres choses qui deviennent enviables, ou à l'inverse, d'autres choses qui deviennent honteuses, comme on a eu le Flixcam là, dans les pays scandinaves, où tout d'un coup prendre l'avion commençait à devenir un peu la honte. Moi, j'attends le moment où se balader en quad dans le parc naturel régional du Vercors va commencer à devenir juste honteux, quoi. Parce que pour l'instant, les gars, ils sont encore tout fiers sur leur quad à faire pétarader leur moteur sur les petits sentiers entre les vignes dans le parc naturel régional du Vercors, quoi. Et là-dessus, je pense vraiment que tous ces registres de la fiction, de la création peuvent jouer un rôle. Ça ne suffira pas, mais c'est quand même une sacrée condition aussi de transformation sociale, à côté évidemment de la résistance au système actuel et de la construction d'alternatives pour préparer la suite. Et peut-être quand même en citation de conclusion, une petite citation d'Albert Camus, qui est connue, hein, mais je l'aime bien, qui disait « Chaque génération sans doute se croit vouée à refaire le monde. La mienne sait pourtant qu'elle ne le refera pas. Mais sa tâche est peut-être plus grande. Elle consiste à empêcher que le monde se défasse. » Bon, c'était sa génération, mais je pense que, voilà, en tout cas, moi, ça résonne pas mal, je trouve, cette citation. Et je vous propose, voilà, j'ai lancé des pistes, dont aucune n'est définitive, et c'est vraiment des réflexions en cours pour moi aussi, mais je serais très heureuse d'avoir vos retours et vos propres pistes ou vos propres réflexions, inquiétudes, sources de joie sur ces questions-là. Ou expériences personnelles avec des jeunes ou en tant que jeune. Oui. Bonjour, je suis artiste, dessinatrice et artiste de scène aussi en faisant de la performance. C'est de l'art-action, donc c'est poético-politique. J'ai toujours été au RSA, autant vous le dire. Ça fait vraiment très longtemps, ça fait 40 ans que je fais ça, tant bien que mal. Et pour moi, il y a un vrai problème culturel, c'est qu'en fait, les Français sont devenus des Américains, toute la culture est américaine. Et déjà, ça, c'est la première chose. Et ensuite, moi, je veux bien entendre des choses comme ça, quoi. Seulement, il y a un problème qui se pose, c'est qu'il y a un mot qui est rarement dit, qui s'appelle quand même le capitalisme. Et en fait, que tout ça ne pourra jamais se faire sans la fin du capitalisme, puisqu'aujourd'hui, il y a quand même deux camps qui s'opposent. C'est-à-dire qu'il y a des gens très engagés, dont je fais partie, anarchistes, etc., qui n'ont pas attendu ni le Covid, ni les années même 80 pour penser de cette façon-là. Ils savaient très bien que c'était le début de la fin avec le capitalisme, qui n'a fait que s'aggraver d'ailleurs. Et puis il y a les autres qui veulent nous faire le coup du capitalisme vert, du développement durable. Et moi j'ai peur des fois qu'avec ce monde, comment dire, de faire passer les choses en douceur, quelque part de refuser une certaine anxiété, une certaine peur, on nous fasse passer du capitalisme vert. C'est une réflexion que je me pose, hein, bien sûr. C'est-à-dire que pour moi, c'est beaucoup plus important quelque part de faire... moi, je me suis construit, je suis une déprimée chronique, je veux dire, anxieuse et tout, mais je me suis construit comme ça, même dans ce que j'attaque artistiquement, même dans mes performances. Et je pense que c'est ça que les gens attendent aussi. C'est-à-dire que, bon, bien sûr, je ne suis pas dans le bisounours, comme on dit, mais justement, je pense que c'est important d'avoir peur, je pense que c'est important d'être anxieux, je pense surtout que c'est super important de remettre en cause le système capitaliste et tous ces gens qui nous dictent de l'autre façon pour se révolter. Parce que j'ai peur qu'on nous la fasse à l'envers, devant justement, je comprends que les jeunes aient peur, et bien sûr que je le comprends, j'ai le cas d'une nièce, c'est exactement pareil, mais justement, on leur dit il faut s'adapter. Alors, j'ai peur qu'ils s'adaptent à la pire des choses, c'est-à-dire à une espèce de moyenne, à un capitalisme vert, à des mesurettes, à des choses comme ça, alors que moi, très sincèrement, au fond de moi-même, ce que j'attends, on parle du soulèvement de la terre, mais j'attends vraiment un soulèvement des peuples, parce que je pense que tant qu'on ne mettra pas sur la gueule des capitalistes, on ne s'en sortira pas. Il faut voir la puissance de feu de cette planète, il faut voir le réel.
réarmement qui se passe aujourd'hui. Là encore, il y a l'histoire des sous-marins, là, pour rebondir sur l'actualité, voilà, où l'Australie prend 12 sous-marins nucléaires et la France qui fait la gueule parce qu'elle a perdu ses 56 milliards de dollars de vente de sous-marins parce qu'en fait, nous vendons des armes. Donc voilà, en fait, les choses font partie d'un tout ça est très complexe, oui. Je le conçois, mais pour moi, effectivement, en fait, on entre dans une vraie guerre, effectivement, de tous ceux qui sont lucides et qui veulent vraiment changer de modèle de société, et après, je me pose la question de qui veut vraiment changer de modèle de société. Parce que moi, je vois bien, je suis partie des Gilets jaunes depuis 3 ans, j'ai 3 ans de lutte de Gilets jaunes derrière moi. J'ai un très gros problème à l'intérieur de mon groupe, donc c'est le principal des débats, c'est-à-dire qu'ils se battaient sur des choses qui sont des petites choses, finalement, des mesurettes, le pouvoir d'achat, le prix de l'essence, des choses comme ça. Et après, je me suis rendu compte que beaucoup de gens qui luttaient pourtant beaucoup, qui se sont pris des gaz lacrymogènes au début avec presque étonnement, maintenant ils ont compris, mais ils ne veulent pas changer de modèle de société. En fait, leur modèle de société, même intellectuellement, comme toute leur construction, et depuis l'enfance, et depuis peut-être même avant, elle est capitaliste. Et en réalité, mais c'est, je pense, je pense pas changer de modèle de société. Ouais, mais je pense que c'est... Enfin, moi, d'abord, c'est un vaste sujet, et sur lequel j'aurais aussi beaucoup de choses à échanger, et je suis assez d'accord avec pas mal de choses que vous avez dites. Et bon, là, j'ai essayé de me concentrer vraiment sur la thématique, mais par rapport à ce que vous dites, quand même, quelques mots. D'abord, je pense qu'il faut vraiment avoir effectivement une approche systémique, hein. Mais avoir une approche systémique, pour moi, c'est aussi prendre en compte le fait que, justement, comme vous dites, on a grandi dans le capitalisme, on s'est construit dans le capitalisme, et beaucoup de personnes, et singulièrement dans le camp anticapitaliste, sont aujourd'hui dans des conditions matérielles d'existence qui rendent très compliqué en fait toute forme d'engagement, quoi. C'est-à-dire que concrètement, en fait, quand on galère, que ce soit au boulot ou parce qu'on n'en a pas, etc., c'est quand même compliqué, en plus d'aller à des réunions, d'autant plus quand c'est des réunions où ça se tape sur la gueule, que ça s'engueule, que c'est compliqué d'un point de vue humain. Enfin, je veux dire, voilà, donc moi, je jetterai pas trop la pierre quand même à ceux qui ont du mal à passer ce cap-là. Je crois pas que ce soit uniquement le fait de ne pas vouloir changer de système finalement, même s'il y en a, mais je crois que pour la grande majorité, c'est juste de ne pas avoir aujourd'hui juste le moment de respiration suffisant, là, le moment où on sort juste la tête de l'eau pour reprendre une gorgée d'air, qui permet de s'intéresser à ce qui se passe, d'avoir du temps pour le faire, etc. D'ailleurs, quand on bosse pas, Ouais, mais c'est pas une question de temps au sens des minutes disponibles. Non, je pense que c'est aussi une question de disponibilité, etc. Mais enfin, on pourra en rediscuter. Et je voulais juste, avant de te passer la parole, Jonathan, revenir par rapport à la question des jeunes, etc. Et le fait de dire la fin du capitalisme. Moi, j'ai beaucoup dit aussi la fin du capitalisme, et j'ai pas de problème à dire aujourd'hui qu'il faut abattre le capitalisme. J'ai aucun problème avec ça, sauf qu'à un moment donné, si on veut avancer concrètement, la question c'est, ok, comment on fait ça, quoi. Et en fait, là, par rapport à la question de la jeunesse, c'est que moi, je vois aussi beaucoup de jeunes qui se sont engagés tout feu, tout flamme dans l'activisme, qui sont partis au front, et parfois, quand je dis au front, c'est face à des cordons de CRS, sans être formés, sans forcément avoir le recul par rapport à ça, et en fait qu'aujourd'hui on perd parce que ils sont cabossés, parce qu'ils sont en burn-out, parce que tout d'un coup ils disent merde, le peu d'avenir que j'entrevois, j'ai pas envie de le passer avec un casier judiciaire. Enfin, je veux dire, on ne peut pas non plus envoyer des bataillons de jeunes au casse-pipe sans avoir ça en tête, d'une part, et puis d'autre part, pour se mettre en mouvement, encore faut-il ne pas être complètement sidéré. Et en fait, si ce qu'on leur envoie dans la gueule, c'est que de l'anxiété et de la dystopie, moi je trouve que c'est difficile de s'organiser collectivement derrière, quoi. Ça ne veut pas dire qu'il faut refuser toute anxiété.
Moi, je ne suis pas partisane de l'espoir et de l'optimisme, pas du tout. Je suis partisane de la lucidité. Mais je pense qu'on peut être lucide, on peut s'inquiéter du monde, tout en s'en enchantant, quoi. C'est pas de moi, c'est de Virilio, mais voilà, je trouve que c'est très juste. Et en tout cas, il faut essayer de tenir tous ces bouts-là, je pense. Jonathan. Et puis pour rebondir aussi, c'est exactement ce qui a été évoqué, qui est quelque chose de très très fort, je trouve, c'est le rapport à l'amnésie. C'est-à-dire qu'on a une jeunesse qui a connu, par exemple, une génération qui n'a pas Internet. Pour lui, cette génération, c'est une normalité. Et donc, à partir du moment où tout le modèle de société dans lequel on est ancré est aussi une norme, en fait, dans laquelle on leur donne depuis toujours des injonctions paradoxales de dire tu es responsable de ton tri, de tous les mots, et on donc, essaye de rétablir, et en même temps, en fait, essayer de résister. Et en fait, et trouver aussi une place de bonheur, qui est une injonction aussi qui est très très forte aujourd'hui, d'être heureux, d'avoir une vie incroyable, etc. Et en même temps, avoir aucun horizon. Et en fait, ils sont pétris dans ça, et je trouve ça hyper compliqué. Ce qui m'amène peut-être à une question, puisque justement c'est très lié aussi au capitalisme, c'est comment on pourrait éviter un phénomène de greenwashing dans tous les arts, parce que c'est quand même ce qui se passe. Donc, toi, tu vas parler justement de l'aspect dystopique qui est de l'ordre du doom porn, c'est ça le terme. Un peu, oui. Mais du coup, comment justement se défaire de cette instrumentalisation, puisqu'elle a été mise en place dans Top Gun, etc. Comment on pourrait réussir à se dépêtrer de ça, à ressortir aussi, puisqu'effectivement, toute personne qui est soutenue est plus visible. Voilà, si tu as des pistes, peut-être que tu n'as pas des réponses. Moi, j'ai pas vraiment de pistes, mais ça me fait penser à... C'est une question qu'on s'était posée. J'ai été pendant 10 ans à la direction nationale du parti de gauche, et je me souviens que régulièrement, en fait, on voulait sortir des prises de position, des tribunes qui puissent être ouvertes assez largement à signature, et il y avait toujours cette question de dire mais comment on fait pour pas se retrouver avec des signataires en fait, de droite, voire des fachos avec qui on ne partage vraiment pas les choses. Et cette question, elle est devenue de plus en plus critique. Moi, je sais qu'à la région, par exemple, lors du dernier mandat, il y avait parfois des vœux ou des amendements présentés par le FN qui, très honnêtement, qu'on aurait pu rédiger nous, quoi. Sur les questions agricoles, sur la mondialisation, sur les traités de libre-échange, etc. Enfin, c'était juste flippant, quoi. Et donc, le truc consiste à, tout en restant évidemment complètement sur ses positions, à être suffisamment précis et détaillé dans le texte pour que, en fait, ça ne soit pas signable par des personnes qui ne sont pas sur les mêmes positions politiques. C'est-à-dire à sortir, en fait, de la généralité. Parce que tant que vous êtes dans la généralité, je veux dire, tout le monde est pour la paix dans le monde, tout le monde est contre la fin des enfants, tout le monde est pour l'environnement. Et c'est que quand on rentre dans le détail, voilà, moi j'ai des marqueurs comme ça. Par exemple, sur le féminisme, qui est aussi pas mal instrumentalisé. Hein. Moi, mon marqueur, c'est l'IVG, quoi. Voilà. T'es féministe, ok. T'es pour ou contre l'IVG? Je peux vous assurer que ça fait un sacré tri. Hein. Et sur la question... Enfin, voilà, après, chacun ses marqueurs. Hein. Mais sur la question écolo, au sens large du terme, moi, j'ai un marqueur, c'est le nucléaire. Parce que là, en plus, il y a vraiment un retour en force de la question du nucléaire pour sauver le climat, qui, moi, m'est insupportable, mais que je comprends, enfin, là aussi, parce que je comprends, en fait, la séduction de l'argument qui consiste à dire que finalement, la question climatique est tellement urgente, tellement prioritaire, qu'en phase de transition, on a besoin du nucléaire, machin. C'est séduisant. Mais voilà, moi je pense que c'est une séduction inacceptable et extrêmement risquée, et que le nucléaire pose plein d'autres questions et que pour moi c'est justement la preuve qu'on ne peut pas focaliser uniquement sur la question climatique si elle n'est pas reliée à d'autres questions d'organisation démocratique, de questions géopolitiques, internationales, de modèles économiques, etc. voire de risques nucléaires. Mais donc voilà, donc je ne sais pas comment on peut utiliser ça, mais en tout cas,
voilà, il y a à faire, je pense, à chaque fois qu'en tout cas on est, nous, à l'initiative de quelque chose, d'un mot d'ordre, d'un appel à manif, à marche ou je sais pas quoi, à être suffisamment précis dans les revendications, dans les mots d'ordre, hein, pour être sûr de ne pas monter à tel point en généralité qu'on se retrouve avec des gens de l'extrême droite, quoi. C'est ce qu'on voit, ce qu'on a vu en tout cas ces derniers temps sur les manifs par rapport au pass sanitaire, par exemple. Où voilà, on est sur une revendication très large qui agrège des gens qui en réalité sont là pour des motivations qui se sont échafaudées sur des bases même pas politiques, ontologiques, enfin en tout cas de vision du monde qui peuvent être très très différentes et avec du coup en réalité des demandes en termes d'horizon politique qui ne sont pas du tout les mêmes, quoi. Ce qui là aussi voilà, est vraiment problématique pour tout un tas de raisons, y compris les affrontements et les procès qui en résultent. Et d'ailleurs je crois que c'est des militants lyonnais là qui viennent d'être jugés suite à une manifestation dont des fachos ont été évacués. Bon, enfin bref, peu importe. Enfin non, pas peu importe, mais c'est pas le sujet là. Mais je sais pas, peut-être que d'autres peuvent rebondir, hein, parce que c'est une vraie question, parce que de fait, effectivement, enfin... Là, on parlait de s'adapter et on a eu la discussion sur la question du terme de résilience. J'ai vu les conférences. Voilà, c'est ça. Et il y a cette espèce de truc insupportable où tout est récupéré, quoi, en fait. Et effectivement, la question de l'adaptation, qui au départ est une question vraiment intéressante et que moi j'ai vraiment défendue, hein, y compris en termes d'adaptation climatique au sens scientifique du terme. Parce qu'il y a un moment où on voit bien que de toute manière, quoi qu'on fasse, la température va continuer à s'élever et que donc il faut d'urgence mettre en place des mesures d'adaptation juste pour la survie des populations. Mais effectivement, ça n'a rien de l'injonction néolibérale ou capitaliste qui est faite aujourd'hui à s'adapter, sous-entendu rentrer dans le moule, quoi. Rentrer dans le moule, rentrer dans la case, et puis de toute manière, il n'y a pas d'alternative. Est-ce que je peux témoigner un peu de... Avec plaisir. C'est simplement, merci déjà parce que ça me parle vraiment beaucoup et je suis vraiment heureuse d'avoir pu entendre tout ça. Et merci pour le programme qui est vraiment super carré, je suis passionnée. Et moi, j'ai créé une structure qui s'appelle Cosmos Culture Écologie, avec cette envie-là qui est proche vraiment de la démarche. Voilà, cette envie de pouvoir s'appuyer sur les œuvres culturelles comme une passerelle pour retourner vers le vivant, pour s'y tourner tout simplement, et en se disant aussi que, plein de réflexions, mais qu'on est nombreux, jeunes et moins jeunes, à mieux connaître un écran qu'un arbre, ou mieux connaître des œuvres, des téléphones, des chants des oiseaux, et donc voilà, de se servir de ces œuvres culturelles pour effectivement parler à l'autre partie du cerveau. Et donc voilà, et effectivement, beaucoup passer aussi par là pour aller sur les notions d'émerveillement, de curiosité, de connaissance. Voilà, et c'est vrai que c'est une structure que j'ai créée il y a 2 ans et qui a été vraiment freinée, pour ne pas dire stoppée, par le Covid. C'est vraiment à ce moment-là. Je suis très admirative toujours quand il y a des initiatives qui arrivent à passer à travers tout ça. Mais voilà, mais juste pour témoigner au moins d'un événement qui avait pu avoir lieu en direction de la jeunesse, où l'océanographe François Sarano, qui est aussi un conteur extraordinaire des océans, qui est plongeur, qui est auteur chez Actes Sud, qui était venu pour une journée, une soirée, et en journée il était allé à Rieux-la-Pape, en métropole. Et il avait rencontré 11 classes de CM1, CM2 et il avait amené ses vidéos assez inédites et prises par les grands chefs opérateurs sous-marins.
il a raconté toutes ses aventures sous-marines à la rencontre des cachalots et de toute cette faune sous-marine vraiment fascinante. Et avec son talent de conteur, il s'est formidablement adapté aussi aux enfants. Et ces enfants-là, c'est plutôt des classes populaires, et ben en fait, j'ai vraiment l'impression qu'il s'était passé quelque chose et que pour beaucoup, voilà, ils étaient allés à la rencontre d'êtres qui vivent à la fois sur la même planète, mais qui sont un peu des extraterrestres parce qu'ils sont dans un milieu et une intelligence tellement différente. Et en même temps, il y a plein de liens à créer avec ces êtres-là. Et voilà, et aussi c'est vrai que moi j'avais monté cet événement-là en particulier, j'avais eu un peu des retours même de gens de la métropole par rapport à des vendeurs en charge de subventions, tout ça, où on m'avait dit oui, mais à Lyon, en quoi ça va être intéressant de parler des océans. Donc c'est vrai que je trouve que c'est aussi intéressant de voir les limites des fois dommageables, je trouve, qu'on peut se mettre justement quand on cherche à se remettre au sein d'un vivant global et auquel on est rattaché. Et voilà, donc c'était vraiment pour le plaisir de partager un peu ma démarche qui est un peu là en suspens. Mais voilà, et c'est vrai que du coup, toutes ces interrogations-là, je les partage complètement. Et je pense, moi, je crains, enfin, sans être dans la peur, mais je pense je me demande vraiment si on va pas avoir un retour d'une violence inouïe de la part des jeunes générations qui vont dire, mais vous avez vu l'état de désolation dans lequel on est. Enfin, je me demande vraiment comment ça va se passer. Est-ce qu'il y a de quoi être révolté, quoi. Et voilà, et en tout cas, moi, mes questionnements aussi actuels, c'est vraiment, moi j'ai très envie de relancer ce projet-là, peut-être d'une manière aussi plus artistique, plus personnelle, parce que notamment, j'ai écrit un petit conte autour du son de la Terre, etc. Donc comment le faire vivre, peut-être dans une forme plus théâtrale, faire vivre aussi des textes qui me tiennent à cœur, donc j'essaie d'explorer différentes choses. Aussi, je me permets de vous en parler, puisque ça m'intéresse peut-être d'avoir un retour. Moi, j'avais expérimenté un tout petit peu les rendez-vous en ligne, autour d'un film, d'un débat, pendant les confinements qui avaient été plutôt conviviaux, malgré la forme. Et en même temps, moi, j'avais pas voulu aller trop là-dedans parce que je voulais pas alimenter le temps devant les écrans des gens. Et en même temps, paradoxalement, aujourd'hui, c'est une forme qui m'attire de nouveau. Parce que j'ai l'impression qu'il y a aussi des publics en milieu peut-être ruraux ou éloignés des structures culturelles qui pourraient être intéressés par ça. Et puis moi, ça me permet aussi une forme d'indépendance vis-à-vis des structures culturelles. Mais bon, voilà, on suit. Et puis pour finir un peu le profil et le partage d'expérience, avant de créer cette structure, moi j'étais à l'Institut Lumière, qui est la Cinémathèque de Lyon, qui est dirigée par Cyril Frémaux. Et j'avais créé des rendez-vous écologie à une époque où c'était pas encore si courant que ça, que l'écologie dans les milieux culturels. Et j'avais été vraiment frappée de voir comment le fait d'amener l'écologie dans une institution culturelle avait permis vraiment de décloisonner les publics à une époque où l'écologie était vraiment dans les milieux plus militants et associatifs et où il fallait, pour des publics, il n'y avait pas forcément ces codes-là de militantisme, ça pouvait créer des barrières. Oui. Bon, voilà, je trouve que maintenant la question se pose moins parce que les institutions culturelles se sont vraiment parées de ces sujets-là. Oui. Mais voilà, un peu en vrac ce que j'ai envie de partager. Ça n'a pas trop de questions, mais même je ne sais pas si vous, vous avez envie de réagir à, je sais pas, sur vous, ce que vous avez envie de voir aussi pour parler de ces sujets-là. Merci, en tout cas. Je ne sais pas si quelqu'un veut rebondir là-dessus. Je vais rebondir sur ce que tu viens de dire. Et, ça me fait penser aussi un peu à mon expérience personnelle dans un autre domaine qui n'a rien à voir. Donc il y a 2 ans, j'ai fait un CAP en paysage dans une structure qui prenait les personnes en réinsertion en fait.
Donc je me suis retrouvée avec des personnes qui sortaient de prison, ou des personnes presque illettrées, ou vraiment éloignées de l'emploi. Et c'était, ça me fait penser un peu à ce que tu as dit sur pourquoi les océans à Lyon, c'est limite qu'on se met. Et j'ai du mal à parler en public. Ça va, il n'y a pas trop de public. Et en fait, moi j'ai été frappée en fait, quand je faisais cette formation on avait une fois par semaine une matinée avec un jardinier du jardin botanique de Lyon qui nous faisait des cours de reconnaissance de végétaux et de botanique, mais de manière très élémentaire. Et on faisait ça dans un jardin pédagogique en plein centre de Bourg. Et en fait, c'était vraiment les seuls cours dans la semaine où les gens étaient calmes et intéressés par la matière, parce qu'après le reste du temps c'était beaucoup, on avait de la théorie, puis après manier les outils, le rotofil, le taille-haie, parce que sur cette formation on permettait après de travailler tout de suite, on pouvait se faire embaucher tout de suite après dans des grosses entreprises d'espace vert pour le public ou pour le privé. Et en fait, la réalité du travail dans ce monde-là, c'est vraiment faire du propre. Et finalement, même si on était un peu on avait donc ces cours de botanique, mais trop peu, je pense. Et même si maintenant il n'y a plus de produits phytosanitaires en vie, tout ça, je peux vous en dire, mais juste on se met encore je me suis perdue, mais... Donc c'était par rapport au fait que les océans, ça n'avait pas trop de rapport avec Lyon au départ. Ouais. Mais là, c'est dit, de toute façon. Mais juste, ces personnes-là, les personnes avec qui j'étais, n'ont pas d'accès vraiment à la culture, à d'autres choses. On les met dans des classes, je sais pas, ça les intéresse. Le peu qu'on a eu en botanique, en jardin, tout ça, ça les intéressait en fait. On pourrait même presque prendre le truc à l'inverse. C'est justement parce qu'on est à Lyon qu'on a besoin de voir de l'océan, et c'est justement parce qu'on sort de prison qu'on a besoin d'être dehors, quoi. Ce qui est sûr, c'est que tout maintenant se fait derrière des écrans enfermés. Moi, j'ai l'impression des fois de vivre dans une prison à ciel ouvert un peu partout dans le monde. Et effectivement, les gens, ils ont besoin de nature, et je pense que le mieux, c'est de faire des sorties dans la nature pour expliquer la même chose. On n'a pas besoin d'un écran quelque part. Enfin, moi qui fais des performances, j'ai fait des performances dans la nature comme un parcours aussi initiatique où j'emmenais des gens vraiment dans la nature, et ils suivaient très bien la performeuse, et j'ai fait de la musique avec des vaches qui se sont vraiment intéressées à l'événement. Je veux dire, je pense qu'il faut sortir des murs. Enfin, si je peux vous dire juste quelque chose comme ça, je pense qu'il faut aller au-delà des murs. On a un problème avec le mur. On vit dans un monde de murs. La ville s'est construite sur des murs. Tout est de l'asphalte, tout est du béton. Et il y a un moment, effectivement, il faut sortir les gens des prisons, il faut les sortir des écrans, il faut les sortir de tout cet enfermement. Et je pense qu'on peut faire un travail très différent une fois immergé dans des lieux naturels, quoi. Et je pense que même si on parle de la mer à la limite dans une forêt, pourquoi pas, je veux dire, pourvu qu'on ne soit pas derrière des écrans. Moi je le pense sincèrement comme ça, voilà, quoi. Après, juste aussi pour lancer ça, c'est aussi qu'il n'y a pas une question que de sortir vers, il faudrait que ça entre aussi en fait, parce que ce qui se passe aussi, et cette société le construit vachement, c'est que si on a un besoin de nature, c'est parce qu'en fait elle est complètement absente. Et ça, c'est aussi peut-être le but de l'imaginaire, de rendre réel ce qui a disparu. Effectivement, de prendre conscience qu'on est dans des trucs un peu artificiels, en fait, on construit de l'artificiel. Et en même temps, comment on arrive là-dedans sans être forcément romantique.
parce qu'il y a le romantisme vert, je crois que moi je suis un peu dedans, il y en a plein, hein, donc c'est une sorte de forme de romance de ce que serait la vie, la nature. On a le droit d'être romantique, il ne faut pas être que romantique. Bah oui, mais on a le droit d'être romantique quand même, parce que sinon... Penser un beau paysage, ça aussi c'est très capitaliste aussi. Et c'est aussi le risque pour nuancer sur le ramener l'océan à la ville, c'est ramener le zoo dans le parc de la Tête d'Or aussi, d'une certaine façon. Alors en même temps, bah oui, non, bien sûr, mais moi ça ouvre des réflexions de il faut ouvrir, mais en fait il faudrait qu'elle soit déjà plus facile d'accès, parce que sinon on ramène les choses en disant oui, regardez, on a besoin, on a déjà un aquarium. Je prends l'avocat du diable. Il faut introduire des dauphins d'eau douce dans le Rhône. Je sais qu'il existe des projets de prison avec jardin où les gens puissent. Alors je crois qu'il y a un gros projet qui a déjà été fait comme ça en Corse, il me semble. Oui, ça commence. Oui. Même les jardins à visée thérapeutique, ça commence. Le fait qu'ils ne veulent pas enfermer les gens. Il y a des réveils de coma qui s'organisent dans des espaces verts de manière spécifique, enfin à but thérapeutique. Il y a des projets d'abolition des prisons aussi. J'ai aussi une question pour toi. Ouais. Comment on pourrait, là je te pose la question en tant qu'artiste qui essaie de créer ces enjeux-là, donc à partir du moment où on sait que les constructions sont globales, systémiques, comment on arrive à déconstruire des schémas et à en reconstruire? Je pense notamment au fait que, par exemple, penser à l'écologie, c'est social également, donc c'est l'écologie décoloniale, l'écologie féministe, l'écologie inclusive, de personnes défavorisées financièrement, socialement. Comment on arrive à construire? C'est à englober le plus possible cet élément sans être dans la morale. C'est être moral sans la verser. Et je pense que toi, tu arrives à... Et sans passer à une autre forme d'injonction. Et voilà. Et sans rentrer, parce que par exemple, moi, quand je dis que je fais des spectacles écolos, on me dit « Ah, c'est pour les jeunesses communistes ». On m'a souvent sorti ça, c'est que ça, tu promouvois ton idéologie par le biais de ton sport. Et du coup, tu as un propagandeur de texte. Donc, voilà. Comment toi, tu arrives peut-être à gérer ça en tant qu'artiste? Ou pas? Je sais pas. D'ailleurs, aussi à la librairie, il y a cette réflexion qui se fait. En tant que lecteur assidu, j'imagine que tu as aussi des pistes peut-être intéressantes. J'élargis. D'abord à Corinne, mais après, peut-être intéressant aussi. Ouais, non, je sais pas trop répondre à cette question. En fait, moi, j'ai vraiment développé un gros dégoût du dogmatisme, en fait, de manière générale, par l'expérience, pas par principe. Donc, je pense que c'est un rejet d'autant plus fort. Mais je sais pas autrement qu'en allant s'y fracasser, comment on fait pour se défendre soi-même de tout dogmatisme, quoi. Mais déjà, ne serait-ce que peut-être en ayant conscience de ce risque, en pensant sincèrement faire le bien et être justement sur des valeurs d'ouverture, de tolérance et d'inclusivité, le risque qu'il y a, même avec toute la bonne volonté du monde, de se retrouver dans une nouvelle injonction moralisatrice ou moraliste. Moi, il y a une citation d'Emma Goldman que je trouve très forte, mais qui revient à un vieux principe bien connu, hein, mais que personne ne suit, c'est que en fait, la fin ne justifie pas les moyens, et que en fait, les moyens de la transition, de la transformation, de la métamorphose ne peuvent pas être à une autre image que l'horizon de société auquel on souhaite parvenir, quoi. Emma Goldman, elle le dit quand même vachement mieux que moi. On ne soulignera jamais assez que la révolution ne sert à rien si elle n'est pas inspirée par son idéal ultime. Les méthodes révolutionnaires doivent être en harmonie avec les objectifs révolutionnaires.
Les moyens utilisés pour approfondir la révolution doivent correspondre à ses buts. En d'autres termes, les valeurs éthiques que la révolution infusera dans la nouvelle société doivent être disséminées par les activités révolutionnaires de la période de transition. Cette dernière peut faciliter le passage à une vie meilleure, mais seulement à condition qu'elle soit construite avec les mêmes matériaux que la nouvelle vie que l'on veut construire. Mais ça, en fait, pour moi, ça devrait être une grille d'analyse quotidienne, de tous les jours se redemander si la manière, la stratégie, les tactiques, les manœuvres, tout ce qu'on met en œuvre au jour le jour pour arriver à un cap, si c'est cohérent avec le cap qu'on souhaite atteindre, quoi. J'ai pas toujours pensé ça, hein. Mais je le pense vraiment de plus en plus. Et justement, par rapport à ça, moi j'ai aussi une autre réflexion par rapport aux réseaux sociaux. Parce que souvent on parle de la jeunesse, comment elle est touchée, et moi je sais que là j'ai vraiment envie de m'éloigner de Facebook, Instagram, j'arrive pas, et donc voilà. Et en même temps, c'est vrai que j'entends que c'est aussi des outils d'information et de ralliement et tout ça. Et voilà, c'est un vrai questionnement que j'ai. Et j'essaye d'amener les gens plus passer par les newsletters, mais ça ne marche pas tant que ça. Voilà, je sais pas, c'est des stratégies. Plus que les réseaux sociaux, il y a aussi toute la presse indépendante. Nous, je vois par exemple, moi je viens de la région de Montpellier en fait. Pour dire ce qui se passe à Montpellier, par exemple avec le mouvement Gilets jaunes, c'est que tout était qu'un tissu de mensonges, même dans des journaux qui pourraient paraître différents. Et les deux seuls qui restituaient vraiment l'histoire correctement, c'était deux petits journaux indépendants qui s'appelaient La Mule du Pape et Le Point, comme ça. Et que c'est vers cette presse-là qu'il faut se diriger. La presse officielle, elle est à chier, d'ailleurs c'est Dassault et compagnie, c'est les armes qui financent la presse officielle quasiment. Donc il y a beaucoup de... Et d'ailleurs ça a perdu, enfin quand je fais l'analyse de tout ce qui était alternatif, pour avoir monté aussi des lieux moi-même alternatifs dans le temps, il y avait beaucoup de choses dans les années 70-80. On nous a fait une répression quasiment terrible par tous les moyens quelque part. Et je trouve cette époque presque assez pauvre en lieux alternatifs, presque des fois même aussi en presse alternative. Et il commence à y avoir l'émergence à nouveau de ces moyens-là, parce que justement, les choses arrivaient vraiment à leur limite, trop de mensonges, trop de bêtises, beaucoup de médiocrité. Mais il y a tous ces indépendants, il faut vraiment se diriger vers les indépendants. Et puis voilà, maintenant il y a toute une flopée de bouquins qui n'existaient même pas avant. Parce que moi, je ne trouvais même pas mon compte des fois dans les livres. On voit que là, vraiment, les gens ont pris la mesure du problème. Hein. Quand on voit tous les livres sur les tables, voilà, on comprend bien. Mais du coup, je dirais qu'il faut quand même abandonner, pour les jeunes, je dis ça parce que moi, je ne suis pas sur les réseaux sociaux, vraiment une certaine partie des réseaux sociaux. D'abord, on y passe trop de temps, et il y a beaucoup trop de médiocrité, il y a beaucoup trop d'émotions. Il faut aller dans la profondeur des choses. Et souvent, on l'a quand même par d'autres moyens. Il faut aller sur les côtés. C'est comme d'habitude, quoi, parce que ce qui souvent nous est servi, c'est pas bon, quoi. Il faut aller chercher soi-même la nourriture. Ouais. Après, la difficulté, c'est, je suis d'accord avec tout ça, sauf que concrètement, en fait, les personnes qui lisent les bouquins qui sont là et qui lisent les médias indépendants, enfin, je veux dire, si on reste entre nous, on se coupe de... Je dis pas qu'il n'y en a pas beaucoup, mais je suis pas sûre que... Enfin, je veux dire, moi je vois... Enfin bon, bref. Après, là, on va rentrer dans des propos un peu trop de comptoir, parce que j'ai pas de chiffres à donner ou quoi, donc on va être sentiment contre sentiment, c'est pas très intéressant. Mais en tout cas, sur les réseaux sociaux, et notamment par rapport à la question des jeunes, là, franchement, moi, à part enfoncer les portes ouvertes, je sais pas quoi vous dire. Hein. Enfin, moi, on disait de ce qui nous inquiète. Moi, ce qui m'inquiète, c'est même pas les jeunes d'aujourd'hui, c'est les bébés d'aujourd'hui
qui ont 2-3 ans et qui ont vu que des écrans et des masques autour d'eux, quoi. Enfin, je me demande vraiment ce que ça façonne comme jeune être, en fait. Et les réseaux sociaux, voilà, je vais dire que des banalités. Moi, je trouve ça d'une violence extraordinaire. Je suis complètement flippée de voir les jeunes de mon entourage qui lèvent plus la tête, en fait, même pour parler, quoi. C'est-à-dire qu'ils sont capables de faire 2 choses à la fois, mais par contre, le regard, il reste quand même sur l'écran. Enfin bon, voilà, quoi. Moi, je trouve ça vraiment très, très inquiétant. Après, ce serait malhonnête de ma part de dire que les réseaux sociaux servent à rien, parce que je ne crois pas que ce soit le cas non plus. D'un point de vue militant, les réseaux sociaux, ça sert, hein. C'est des énormes accélérateurs, ça nous fait gagner un temps considérable, ça nous permet de toucher beaucoup plus largement. Et je pense que c'est des vrais accélérateurs de lutte, de bataille culturelle, de diffusion d'informations, de mise en réseau, de tissage de liens. Donc il y a aussi une utilité, et c'est bien pour ça aussi que c'est compliqué. Enfin, je veux dire, si en allant sur les réseaux sociaux, on n'avait que des pubs pour du ketchup et des blagues racistes, en fait, plus personne n'y serait ici. Mais ça apporte d'autres choses. Donc voilà, c'est comme plein de choses, il faut arriver à en trouver une utilisation raisonnée. Mais une fois qu'on a dit ça, on n'a rien dit, quoi. Voilà. On va devoir clore cette rencontre. Merci beaucoup, Corinne, d'avoir été intervenue. Merci à vous. J'en profite du coup pour annoncer qu'aujourd'hui on a encore 2 rendez-vous qui sont 2 fabulations de la fin du monde. On a Apocalypse avec la compagnie Marzouk Machine qui fait du théâtre de rue à l'espace Rancy-Pardieu, qui est une annexe de la Maison pour tous des Rancy, entre la Maison pour tous des Rancy et Pardieu, qui a lieu à 17h. Donc pareil, c'est entrée libre sans réservation. Et il y a également à 19h30, on est sur une réflexion du coup cinématographique avec la série Les Parasites, par les Parasites, la série Canal+, L'Effondrement, qui réfléchit sur ces sujets-là. Et on a encore tout un rendez-vous samedi. Et justement, on est sur la frontière entre qu'est-ce qu'est la réflexion, qu'est-ce qu'est l'action. Ici, à la Maison d'écologie, il va y avoir le laboratoire d'imagination insurrectionnelle. L'idée, c'est de mêler artistes et activistes pour créer des formats un peu hybrides de manufacture. Donc tout le monde est le bienvenu, c'est encore à entrée libre. Par contre, il faut absolument s'inscrire parce qu'en deçà d'un certain nombre de réservations, on devra annuler. C'est samedi après-midi. Voilà. Et puis d'autres rendez-vous encore. Et avant de partir, nous avons la librairie Livre en Pente qui a donc les 3 livres qu'a écrit Corinne, mais également toute forme de bibliographie. On parle de la richesse de la production d'informations, qu'elle soit fictionnelle ou non fictionnelle. Et Marco s'est attablé à chercher justement qu'est-ce qui pourrait avoir du sens dans tout ça. Donc je vous invite à bien lui rendre visite et à entamer la conversation. C'est une belle sélection. N'hésitez pas d'en parler autour de vous, on a besoin de bouche à oreille. Merci.